Donc je suis là pour vous parler effectivement. Alors, on va faire ça très humblement parce que vous le verrez dans les slides qui vont suivre. Apprendre le code, c'est voilà, un métier. Il y a des gens, moi je travaille à Polytech Nantes où on forme des ingénieurs à l'informatique, donc forcément on passe du temps, on passe 3 ans à les former. C'est pas en une demi-heure que je vais vous apprendre tout ça, mais le but du jeu, c'est vous de donner des bases qui vont vous permettre de faire un certain nombre de choses. Et on va déjà discuter de coder, parce qu'effectivement je gardais ce titre, les bases du code, parce que c'est Philippe et Julien de West Media Lab qui, à chaque fois qu'on fait des choses autour du journalisme et de l'informatique, qui me parlent de code. Alors, le code, c'est un mot qui vient de l'anglais plutôt. On dit coding en anglais. En français, les informaticiens n'aiment pas trop qu'on leur parle de code, tout simplement parce que c'est ce qui est marqué ici. Coder, c'est juste passer d'une représentation à une autre. Donc, on a l'impression que c'est un truc automatique, comme si on faisait une traduction d'un langage à un autre. On préfère le mot programmer qu'à un sens d'anticipation. On est en train d'élaborer quelque chose qui fait un certain nombre de choses. Mais si vous dites coder, ça va très bien aussi. On verra juste que vous n'êtes pas informaticien. Donc pour programmer, non pas pour coder, il vous faut 3 choses. Un objectif, généralement c'est pas ce qui vous manque, vous avez plein de projets à faire. Mais il faut quand même savoir ce qu'on veut faire. Des fois les gens savent programmer mais ne savent pas ce qu'ils veulent faire, c'est embêtant. Il faut apprendre un langage. Alors voilà, comme vous avez appris à parler français, pour coder, il faut apprendre à parler un certain langage ou plusieurs langages. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'une fois que vous en connaissez un, c'est un petit peu comme pour les autres langues, c'est plus facile d'en apprendre d'autres. Et puis généralement, il faut des données. Donc voilà, quand on fait du code, de la programmation, on s'amuse à modifier des données, à faire quelque chose avec des données, avec un langage, dans un certain objectif. Alors, vous entendrez aussi parler d'algorithme ou d'algorithmique un jour. En fait, ça veut dire faire des programmes, mais faire des programmes avec un langage universel. C'est un petit peu comme si vous appreniez, si vous parliez à tout le monde en espéranto. Eh ben, l'algorithmique, c'est un peu l'espéranto de la programmation. C'est un langage que vous ne pourrez pas mettre sur un ordinateur, mais qui vous permet d'exprimer quelque chose que vous pourriez programmer. Alors si vous êtes là, vous ne vous posez peut-être pas la question de pourquoi apprendre à programmer, mais je vais donner quelques exemples quand même. La première, et non des moindres, c'est de communiquer avec des programmeurs. Généralement, la communication n'est pas forcément super simple entre les informaticiens et les autres personnes. Non pas que les informaticiens soient des gens différents, c'est juste qu'ils ont leur façon de parler et leur code. Et dans d'autres métiers, les gens ont leur façon de parler et leur code aussi. Et voilà, la communication est toujours plus facile quand on connaît les codes des autres et le vocabulaire des autres. Donc rien que pour ça, rien que connaître le vocabulaire des autres, c'est une bonne raison. Ça peut vous permettre aussi d'évaluer ce qu'il est possible de faire. Vous pouvez imaginer quelque chose qu'un informaticien va réaliser, mais il faut que vous vous rendiez compte si c'est complètement délirant ou si c'est quelque chose qui va pouvoir être fait. Donc avoir des bases là-dedans, ça peut vous permettre de vous en sortir un petit peu mieux. Bien entendu, ça peut permettre de faire soi-même, alors dans des limites tout à fait raisonnables, et là vous pouvez faire plein de choses. Des choses les plus simples qui sont de créer des pages web, à manipuler des données. Si vous voulez faire du data journalisme, il va falloir aller collecter des données, par exemple, les nettoyer, les analyser, les visualiser. Alors vous pouvez faire ça avec des outils sans code, ça marche très bien, mais vous serez généralement assez rapidement face à des limites. Et pour aller plus loin que ces limites, généralement, il faut mettre les mains dans le code et commencer à faire les choses par soi-même. Et enfin, vous pouvez aussi, d'un point de vue plus général, comprendre les limites des traitements automatiques des données. Ce que je veux dire par là, c'est que parfois on vous annonce que tel algorithme est capable de faire des choses formidables, que maintenant avec le deep learning, on peut reconnaître tout ce qu'on veut et on peut apprendre tout ce qu'on veut. Avoir quelques bases techniques, ça peut permettre des fois de redescendre un petit peu sur Terre et de se rendre compte qu'il y a des annonces et puis il y a la réalité des choses. Donc tout ça est à limiter un petit peu dans le sens où va falloir, plus vous connaîtrez des choses, plus vous serez capable de faire tout ça. Si vous avez les bases, vous pourrez vaguement évaluer ce qu'il est possible de faire et faire un petit peu des choses vous-même. Alors là, je ne vais pas vous traduire parce qu'on va considérer que vous comprenez tous l'anglais, mais le principe est que, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on ne va pas pouvoir réussir à apprendre à coder en une seule nuit, ni même en une petite semaine, ça prend du temps. L'analogie qu'on peut faire, c'est celle de la musique. Je peux vous expliquer comment on joue du piano, je peux vous montrer les touches d'un piano, vous expliquer les bases du solfège, etc.
Vous connaîtrez des choses sur la musique, pourtant vous ne serez pas un grand pianiste. Pour devenir un pianiste, il faut s'entraîner, il faut faire du piano, pour faire de l'informatique, il faut programmer, et donc ça prend du temps et ça demande de l'investissement. Mais c'est quand même bien de savoir comment fonctionne le piano quand on discute avec un pianiste. C'est la même chose pour le code. Donc au programme aujourd'hui, je vais vous parler de 3 choses. Une première chose qui peut vous aider quand vous allez discuter avec un informaticien, c'est de faire la différence entre un langage de description et un langage de programmation. J'imagine que pour vous, un langage est un langage, que vous allez dire que vous programmez en HTML quand vous faites une page web. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc on va voir ce qui fait les différences et pourquoi c'est important de le savoir. Je vous donnerai quelques astuces, quelques indications sur quel langage peut être utile quand on veut débuter. Si vous en avez un ou deux à choisir, qu'est-ce que ça peut être, si vous voulez vous y mettre. Et puis après, j'illustrerai quelques concepts clés de la programmation, des choses qui sont utilisées en programmation et que je vais illustrer justement avec les langages dont j'aurais parlé tout à l'heure. Donc voilà, qu'est-ce que c'est un langage de description? C'est un langage qui permet de définir une structure ou des règles, donc ça ne permet pas de programmer, ça permet juste de structurer les informations. Donc si on n'a pas de langage spécifique, la structure n'est pas toujours explicite. L'exemple, c'est de prendre un texte, tout bête. Là, il n'y a pas de structure. Alors vous en comprenez un petit peu de la structure parce que vous connaissez la langue française, donc vous savez qu'il y a des points, des virgules, des paragraphes, mais ça, ce n'est pas explicite pour un ordinateur. Donc les informaticiens, ils ont créé des langages qui permettent de donner de la structure à tout ça. Par exemple, le langage HTML, c'est un langage de description qui va permettre de donner du sens à l'information dans un but précis ici, qui est de la présenter. Donc on va rajouter dans le texte des balises, donc c'est les trucs avec les petits inférieurs supérieurs, là, qui vont donner un certain sens. La balise H3 qui est donnée en exemple, là, ça veut dire que c'est un titre d'un certain niveau 3, qui est moyennement important. Et on peut rendre ces balises un petit peu plus informatives en rajoutant des attributs qui vont donner des informations complémentaires. Donc le même exemple qu'on avait tout à l'heure, donc le texte qu'on avait tout à l'heure, on peut lui ajouter des informations avec notre langage de description qui vont nous permettre de structurer l'information. Cette fois-ci, on peut préciser que certaines choses sont des titres, d'autres choses sont des paragraphes, qu'on va avoir des liens à certains endroits, et on peut préciser vers quoi on va se lier. On peut faire des listes et dire voilà, c'est mon premier élément de la liste, etc. Donc ça nous permet de structurer l'information. Donc ça permet, après, à un navigateur web, si je lui donne cette information-là, à vous donner des choses déjà un petit peu plus intéressantes, parce que par défaut, il va comprendre ce que vous lui racontez. Alors ça sert pour le navigateur, mais ça peut servir aussi pour n'importe quel programme, pour aller récupérer tous les titres ou faire des choses dessus. Donc ça, c'est un exemple de ce qu'un langage de description peut faire. Donc là, on n'a pas à programmer, on a juste à commenter finalement quelle est la signification de chacun des éléments. On peut faire la même chose pour la présentation. Donc il y a un langage de description qui s'appelle le CSS, qui va avec le HTML, qui permet de définir des règles qu'on va appliquer à des éléments justement qu'on a définis en HTML. On définit ce qu'on appelle des sélecteurs. Donc un sélecteur, c'est juste une règle. Alors il y a des choses à connaître. Quand un sélecteur commence par un dièse, ça veut dire qu'on va se reporter au nom d'un élément, à son identifiant, qu'on peut définir d'une certaine manière en HTML. Quand c'est juste écrit un nom d'élément style H3, c'est vraiment la balise en elle-même. Et puis on a des choses avec des points aussi, enfin on a des règles plus ou moins compliquées. Et donc on définit un sélecteur qui va dire pour tous les éléments qui correspondent à cet élément-là. Donc là, par exemple, pour tout ce qui appartient à speed training, je vais définir que la taille de la police va être de 12 points. Et puis je peux définir un autre sélecteur qui va dire pour tous les titres, je veux qu'il soit centré. Donc là, on utilise ce langage de description pour décrire la façon dont les choses vont être mises en page. Donc si j'applique ça sur mon exemple de tout à l'heure, cette fois-ci, j'améliore un petit peu les trucs puisque je peux centrer mon texte, je peux mettre les éléments dans différentes colonnes de manière assez simple. Donc avec la combinaison de deux langages de description, là on peut déjà faire des choses intéressantes. On n'est toujours pas en train de programmer. Troisième exemple de langage de description, c'est d'autres langages qui s'appellent le XML et JSON. Eux, ils sont là pour structurer l'information, mais cette fois-ci, pas pour la présenter, mais pour la manipuler. Donc vous avez tous manipulé des tableaux, que ce soit avec Excel ou avec autre chose. Vous les manipulez parce que vous savez que c'est des tableaux, qu'ils ont des colonnes, etc. Pour un ordinateur, c'est pas forcément évident, et la notion de tableau en elle-même n'est pas simple, vous ne pouvez pas la représenter comme ça. Pour représenter les données, on peut utiliser différents types de langages. Là aussi, vous retrouvez finalement des balises, comme on avait en HTML pour le XML, ou une autre syntaxe un petit peu bizarre pour le JSON. Mais le principe est toujours le même ici, c'est d'utiliser ce langage de description pour
hiérarchiser l'information. Vous allez voir que vous avez une balise qui donne la liste des départements. Dans la liste des départements, vous allez mettre plusieurs départements. Avec des attributs, vous pouvez donner le numéro du département, et dans chaque département, on va mettre ces informations. Donc c'est exactement les mêmes informations qu'on avait dans le tableau, sauf que cette fois-ci, on les met dans une forme qui est pratique, pour un langage informatique, à manipuler. Donc ça, c'est le langage de description et d'échange de données, c'est ce qu'utilisent tous les sites web pour échanger les informations. Si vous allez sur n'importe quel site, quand vous faites une recherche ou une requête ou quoi que ce soit, c'est généralement ce type d'information qui est envoyé sous ce format-là. Donc voilà pour les langages de description. Donc maintenant, vous savez qu'il y a deux types de langages et qu'il y a des choses que sans programmer, on peut faire. Les langages de programmation, c'est un petit peu plus évolué parce que ça permet de manipuler, d'écrire des données. Enfin, c'est beaucoup plus universel. Donc, on peut se poser la question de qu'est-ce qu'on peut apprendre comme langage si on ne veut pas trop s'embêter et qu'on veut quand même faire des choses. Alors, le premier qui vient à l'esprit, c'est JavaScript. Non pas pour sa simplicité, en fait, c'est un langage particulièrement tordu, mais c'est le seul langage qui est compris par tous les navigateurs web, et si vous voulez faire quelque chose dans un navigateur web, vous devez faire du JavaScript, il n'y a pas d'autre choix. Donc c'est super, c'est ce qui va vraiment avec les deux langages qu'on a vus tout à l'heure, HTML, CSS. Donc HTML va vous permettre d'avoir la structure, le CSS va vous permettre de choisir comment on va présenter les choses, et JavaScript, généralement, vous permet de savoir comment vous allez interagir avec tout ça. Qu'est-ce qui se passe quand on clique sur un bouton, comment je fais pour envoyer des informations quelque part, tout ça se passe par là. Alors c'est un fabuleux langage pour ça, par contre il est limité quasiment qu'à ça, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est assez complexe, et puis pour le reste, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus adapté. Pour tout le reste, ce qu'on peut vous proposer, c'est un langage qui s'appelle Python, qui est assez simple, et qui est très polyvalent. Il est utilisé pour faire des serveurs web, donc la partie qui n'est pas dans votre navigateur, mais celle qui est de l'autre côté de l'Atlantique, dans des centres de données. On peut faire de l'analyse de données, on l'utilise en recherche pour faire du calcul scientifique. Si vous voulez faire plein de choses, des jeux, etc., vous pouvez le faire. Par contre, ça ne fonctionne pas dans un navigateur. Donc on est obligé un petit peu de jongler avec les deux. Si vous voulez faire des choses plus générales, ce sera du Python. Si vous voulez faire des choses spécifiques à web, ce sera du JavaScript. Donc ceci étant dit, on va voir les fameux 10 concepts dont je vous parlais tout à l'heure, et chacun de ces concepts-là va être illustré avec les deux langages dont je parlais tout à l'heure. Alors vous verrez qu'il y a plein de similitudes, et puis il y a aussi des choses qui sont assez différentes. Donc le premier concept de programmation, c'est la notion de variable. Voilà, quand on programme, on a des données, les données, il faut les mettre quelque part, donc on les met dans des variables, c'est juste une case virtuelle, j'entends, dans laquelle on va mettre la donnée, elle a un nom, et généralement, on possède un type, on en parlera dans le concept suivant, qu'on indique explicitement ou non. Alors la chance, c'est que et en Python et en JavaScript, on n'a pas besoin de le faire. Donc là, par exemple, en Python, si j'écris a égale 12, eh ben, je déclare implicitement une variable qui s'appelle a, et je lui mets la valeur 12 dedans. Voilà, vous avez créé votre première variable, vous avez mis une information à l'intérieur. Alors ce qu'il y a derrière, qui s'appelle print a, c'est juste pour afficher le contenu de la variable. Et on peut faire exactement la même chose en JavaScript. Alors je vous ai dit qu'il y aurait des petites subtilités. En JavaScript, il faut mettre des points-virgules à la fin de toutes vos lignes. Déjà, bon, c'est un peu pénible, mais c'est comme ça. Et vous êtes obligé, avant d'utiliser une variable, de la déclarer. Donc avant de mettre quelque chose dans A, il faut dire que A est une variable. Ça dépend des langages, mais en JavaScript, c'est comme ça. Et l'équivalent du print, eh ben, ça s'écrit autrement, mais ça fait exactement la même chose. On verra pourquoi il y a deux morceaux, il y a un console écrit quelque part et un point log après. Pour l'instant, on va juste dire que ça permet d'écrire quelque chose. Donc là, on avait vu qu'on pouvait créer des variables, donc des cases dans lesquelles on met des données. Dans ces cases, on peut mettre des données de différents types. Vous avez vu tout à l'heure, on a mis un entier, une valeur 12, mais on peut mettre aussi des choses différentes, puisque pour un ordinateur, il va falloir lui préciser quelle est la nature de l'information qu'il va manipuler. Donc généralement, ça peut être des choses simples, comme voilà, des entiers, donc ça c'est un nombre entier, 12. Ce qu'on appelle un nombre réel, c'est un nombre à virgule, en fait, 12,5. Une chaîne de caractères, c'est une chaîne de caractères, donc du texte. Et il y a quelques autres petites subtilités, mais globalement, c'est les choses qu'on peut manipuler. Et après, vous pouvez faire des choses composées, des tableaux, donc des ensembles d'éléments. Des listes, c'est presque la même chose qu'un tableau, à quelques différences près. Des objets, alors là, on verra tout à l'heure ce que c'est un objet, mais pour l'instant, on va considérer que c'est un tableau un petit peu particulier. Donc en Python, vous voyez qu'on peut créer donc, toujours ma variable A qui contient 12, B qui contient une chaîne de caractères qui est OML. C, c'est un tableau, donc un ensemble d'éléments.
D, Philippe ne m'en voudra pas, mais c'est un certain nombre d'informations concernant Philippe. Donc vous voyez que c'est un petit peu comme un tableau, sauf qu'on va pouvoir demander après quel est le nom qui a été stocké dans ce dictionnaire, et quel est le prénom qui a été stocké dans le dictionnaire. Et un objet, c'est un petit peu la même chose, sauf qu'on va pouvoir ajouter d'autres informations. Une liste de dictionnaires, par exemple, vous pouvez combiner une liste et un dictionnaire et vous pouvez faire une liste de dictionnaires. Donc c'est tout le principe, on joue aux poupées russes, on met des éléments dans les autres. Donc en JavaScript, c'est quasiment la même chose. Cette fois-ci, il y a assez peu de différence, mis à part le fameux var qu'on avait mis avant, qui nous permet de dire qu'on déclare une variable. Donc c'est cool, maintenant on sait ce que c'est une variable, on sait qu'on peut mettre des choses dedans et qu'on est obligé de savoir à peu près quel est le type de ce qu'on met dedans, ce qui est assez logique. Maintenant, il va falloir pouvoir récupérer ces informations-là et on va utiliser des indexeurs ou des sélecteurs, ce qu'on appelle. Alors pour les informations de base, si vous voulez récupérer ce qu'il y a dans une variable qui contient une chaîne de caractères ou une valeur, il n'y a aucun souci. Par contre, si vous voulez récupérer quelque chose qui est dans un tableau, comment je fais pour récupérer le énième élément? C'est ça la question. Donc on utilise ce qu'on appelle des indexeurs. Donc ici, c'est le fameux print. Quand je fais mon affichage, je vais faire un print de C de 2, entre crochets. Là. Les crochets vous permettent d'accéder au énième élément d'un tableau. Donc c'est ça un indexeur, c'est quelque chose qui vous permet d'accéder à une énième valeur. Alors il y en a qui peuvent se demander pourquoi ça affiche 5 quand on fait C de 2 alors que c'est le troisième élément, parce que dans plein de langages, il y a un élément 0. C'est comme ça, en informatique, on compte à partir de 0 et non pas de 1. Donc vous inquiétez pas, mais comme l'informatique c'est compliqué, il y a des langages aussi dans lesquels on compte à partir de 1. Ça simplifie les choses. Donc ça c'est pour les tableaux simples. Pour les choses un petit peu plus complexes, comme le dictionnaire qu'on avait tout à l'heure, c'est encore plus magique. On peut demander directement quel est le nom qu'on avait stocké dans cette chose-là, et donc ça va nous renvoyer roux. Et on peut combiner, donc récupérer dans notre première liste d'éléments qu'on avait mis dans notre liste de dictionnaire, le premier élément et récupérer son nom. Enfin, le premier élément, l'élément numéro 1 qui est le deuxième élément. Vous voyez que c'est toujours subtil. Et on peut faire exactement la même chose en JavaScript, avec des petites subtilités sur la façon d'accéder aux éléments, mais ça ne change pas forcément grand-chose, c'est toujours le même concept. Alors en JavaScript, ça se complique un petit peu, parce qu'on peut faire des trucs un peu plus rigolos. Je vous ai présenté tout à l'heure le CSS, donc c'est ce langage de description qui permet de récupérer, de changer la mise en forme des éléments. Et on a vu qu'on avait des sélecteurs qui nous permettent de définir des règles. Et c'est vachement pratique pour plein de choses. Donc c'est ce qu'on avait vu là. Donc là, je peux dire, voilà, l'élément dont l'identifiant est truc, ou l'élément qui s'appelle H1, ou l'élément dont l'attribut classe a une valeur bidule. C'est des façons de sélectionner des éléments. Et ça, en JavaScript, on peut le réutiliser. Il y a des librairies JavaScript comme jQuery qui vous permettent d'utiliser cette syntaxe qu'on utilise en CSS pour récupérer des éléments. Alors c'est vachement pratique quand on manipule justement du HTML, donc ce fameux langage de description. Donc on peut récupérer n'importe quoi dans un document HTML avec cette façon de sélectionner les choses. Donc c'est très simple, il n'y a pas besoin de grand-chose, il suffit de comprendre comment ça marche en CSS. Voilà, c'est une parenthèse pour dire qu'il n'y a pas que ces choses-là, il y a des choses un petit peu plus compliquées. Alors quatrième concept, pas compliqué, finalement si vous avez appris à calculer, vous savez le faire. Et quand on programme, finalement, c'est juste faire des calculs un petit peu plus compliqués. Mais c'est les opérateurs. Donc on a des symboles qui nous permettent d'effectuer des opérations. Donc on a vu le égal depuis le début, pour mettre des valeurs à l'intérieur d'une variable. Mais on peut faire des opérations classiques, des plus, des moins, etc. Alors sachant que vous verrez qu'on peut faire des plus entre des chaînes de caractères. Donc là, on ne fait pas des additions au sens addition, on va concaténer des choses. Donc si je fais Philippe plus roux, ça fera Philippe roux. Philippe est mon... C'est impressionnant, je sais. Mais... On peut comparer des éléments avec ce même type d'opérateur, on peut combiner des opérations. Donc tout ça, ça vous permet de faire des choses assez rigolotes, des calculs. Bon, ça, là, vous n'allez pas apprendre à programmer pour faire que des calculs, mais ça vous permet de faire tout ça. Des opérations sur les chaînes, voilà. Là, j'avais fait speed plus training et non pas Philippe plus roux. On peut aussi comparer des choses, faire vérifier que est-ce que B est supérieur à 22, ça va vous dire vrai. Voilà, on peut faire un certain nombre de choses. Les deux derniers exemples là sont intéressants parce que c'est des comparaisons. Et on aurait peut-être bien envie de se dire, une fois que j'ai comparé quelque chose, j'aimerais bien effectuer telle ou telle opération en fonction du résultat de la comparaison.
c'est ce que nous permet notre cinquième concept, qui sont les structures de contrôle. Donc ça, c'est ce qui vous permet de soit faire des choses de manière conditionnelle, est-ce que j'ai tel résultat ou tel résultat, et au choix, je vais faire telle ou telle opération, ou répéter des choses, parce qu'effectivement, si vous avez un tableau de données, vous n'allez pas écrire 15 fois la même opération pour chacun des éléments qu'il y a dans ce tableau de données, vous allez parcourir votre liste et effectuer toujours la même chose sur des données. Voilà. Exemple avec un if en Python, si mon nom est Julien, alors je dis bonjour Julien. Par contre, si mon nom n'est pas Julien, eh ben, je vais dire qu'on ne se connaît pas. Donc là, c'est un exemple trivial, mais c'est la brique de base pour faire des choses en fonction d'un certain nombre de conditions. Et la plupart des programmes ne sont faits que par des choses aussi basiques que ça. Autre chose qui est importante quand on programme, eh ben, c'est de faire des boucles sur un certain nombre de choses. Donc, c'est de répéter le même traitement sur différents éléments. Donc là, on fait une boucle qui nous dit, voilà, je vais parcourir tous les éléments de 0 à 10 exclus, et je vais les afficher. On peut faire exactement la même chose en JavaScript. Vous voyez que la syntaxe n'est pas tout à fait la même, mais ça ne change pas forcément grand-chose. La logique est toujours la même. J'ai une condition et je fais quelque chose, si ma condition se réalise ou pas. Alors après, quand on veut faire des programmes plus compliqués, finalement, tout ce qu'on fait, c'est réutiliser des choses qui ont été déjà faites par d'autres avant, et faire des traitements plus compliqués en réutilisant tout ça. Mais les principes sont les mêmes. Pour pouvoir réutiliser, justement, il y a différents concepts. Alors, le premier, c'est le concept des fonctions. Vous avez vu que jusqu'à présent, on avait fait des choses, on les écrit, et si on veut les réutiliser dans une autre situation, on est obligé de les réécrire, c'est pas vraiment pratique. Les informaticiens étant feignants, ils ont cherché une autre stratégie pour faire le moins de travail possible. Et ce concept-là, c'est les fonctions. Donc ça permet d'effectuer un traitement sur quelque chose qu'on passe en entrée, donc c'est les valeurs qu'on récupère, et de renvoyer une valeur. Typiquement, si je veux calculer une moyenne, je vais être capable maintenant de définir une fonction, c'est pour ça qu'on met def devant, c'est qu'on est en train de définir quelque chose, une fonction qui s'appelle moyenne, qui va prendre une liste de valeurs en entrée, et on voit qu'il y a un petit mot qui s'appelle return, qui va nous permettre de dire voilà ce que je renvoie. Du coup, on a créé une petite boîte noire. Une fois que la boîte noire est faite, on n'a pas besoin de savoir ce qui se passe à l'intérieur, mais on sait qu'on va lui passer des éléments et qu'elle va nous renvoyer la moyenne de ces éléments-là. À l'intérieur, on écrit ce qu'on doit faire pour pouvoir réaliser les opérations. Donc ici, eh ben, on va mettre dans une variable la somme de tous les éléments, et puis avant de renvoyer notre moyenne, on va diviser cette somme par le nombre des éléments. Donc ça, c'est la définition de la moyenne. Jusque-là, tout va bien. Et pour rappeler tout ça, eh ben, on va utiliser la fameuse syntaxe qu'on utilisait pour les prints jusqu'à présent que vous avez vu, c'est-à-dire on va écrire le nom de la fonction, entre parenthèses, on va passer une variable dans laquelle il y a les informations qu'on veut traiter, et on va récupérer de l'autre côté du égal ce qu'on aura fait. Donc ça, c'est un mécanisme de base qui nous permet cette fois-ci de créer des briques et de les réutiliser plus tard. Alors c'est super comme mécanisme. On peut faire la même chose en JavaScript, vous voyez que c'est un tout petit peu différent, mais ça ne change pas grand-chose. C'est un mécanisme super, mais qui a juste quelques petits inconvénients, en tout cas qui peut être amélioré, parce que généralement, quand vous traitez, que vous avez une fonction qui travaille sur des données, on aime bien lier ces données-là et les fonctions qu'on peut réaliser dessus. Exemple, je peux stocker des données textuelles dans une chaîne de caractères, et puis les chaînes de caractères, je peux vouloir les découper, les passer en majuscules, les passer en minuscules, etc. On aimerait bien que quand j'ai une donnée qui est une chaîne de caractères, directement sur cette donnée-là, je puisse effectuer mes opérations sans avoir à aller les chercher à droite ou à gauche. C'est ce que fait le concept d'objet. Vous allez regrouper à la fois les données et les opérations qu'on peut faire dessus. Voilà un exemple. Alors, je ne vais pas vous montrer comment on fait des objets parce que c'est un peu compliqué. En tout cas, c'est pas ce qui est compliqué, c'est que c'est un peu long. Je vais juste vous montrer des exemples de situations dans lesquelles on peut voir qu'utiliser des objets ou pas des objets, ça peut être pratique. Par exemple là, voilà, si je veux faire des opérations, c'est-à-dire afficher un point ou une ligne, je vais pouvoir définir différents points, et puis je vais demander d'afficher un point ou une ligne en lui passant un certain nombre de points, sachant que quand j'affiche une ligne, finalement j'affiche une ligne en donnant le premier point, le deuxième point, mais je suis obligé de passer tous les points. Et à chaque fois que je vais devoir faire des opérations, je vais devoir faire tout ça. Et puis ma fonction qui affiche, je suis obligé de dire je veux afficher un point, je veux afficher une ligne, si je voulais afficher un triangle, il faut que j'appelle afficher un triangle. C'est pas forcément facile de se rappeler du nom de toutes ces fonctions-là. Ce qu'on peut faire, par contre, c'est créer un objet. Alors, je ne vous explique pas comment on le fait, mais on peut le faire. Généralement, quand on débute, on est plutôt utilisateur d'objets que créateur d'objets. Mais on peut créer un objet. Donc, imaginons qu'on a créé un objet point. Donc, quand on crée l'objet point, on lui spécifie les coordonnées de ce point-là.
Donc je peux créer un premier point, je peux créer un deuxième point. J'ai un autre objet ligne que je peux créer cette fois-ci à partir de 2 points, donc c'est plus facile aussi. Et surtout, après, je peux afficher ce point ou cette ligne avec exactement le même nom. C'est-à-dire que c'est l'opération d'afficher qui va s'appliquer sur n'importe quel objet, et je peux le faire de manière plus simple. Donc ce concept d'objet, voilà, il permet de simplifier les choses pour pouvoir appliquer des opérations de manière plus logique et plus simple, et pour pouvoir faire en sorte que l'objet il contienne ses données et ses opérations dessus. Alors on peut très bien faire plein de choses sans ce concept-là. Hein. C'est un concept supplémentaire qui est des fois pratique, mais pour traiter des données de manière basique, généralement vous serez quand même utilisateur de ces choses-là parce qu'on vous fournit les outils pour manipuler des données par le biais de fonctions ou d'objets. Alors, c'est justement l'objet de ce 8e concept de programmation, qui est le concept de bibliothèque, d'API ou de SDK que vous avez déjà dû voir, enfin entendre parler en tout cas. Donc qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Justement, quand quelqu'un va vous fournir une API, une bibliothèque ou un SDK, ce qu'il vous fournit, c'est des objets ou des fonctions déjà faites. Donc il va vous fournir un ensemble de fonctions ou d'objets qui vont vous permettre de réaliser des choses sans avoir besoin de savoir comment elles ont été faites. On vous donne juste les outils qui permettent de faire les choses. C'est super utile parce que c'est ce qui permet de faire des choses compliquées et de ne pas réinventer la roue à chaque fois. Voilà, quand on veut ma fonction moyenne de tout à l'heure, je ne vais pas la réécrire à chaque coup, elle a été faite par une personne, il l'a fournie à tout le monde et tout le monde peut l'utiliser. Il va la fournir par le biais d'une bibliothèque, d'un API ou d'un SDK. Alors sur le web, ça se manifeste par ce qu'on appelle les API. Généralement, c'est une adresse Internet. Alors, j'aurai peut-être pas le temps de vous montrer, mais on peut aller sur le site de l'Open Data Nantais, et vous verrez qu'il vous donne un exemple où il y a une adresse qui vous permet de récupérer l'occupation de tous les parkings de Nantes. Vous avez un fichier XML ou JSON, dont on a parlé tout à l'heure, qui vous est renvoyé, dans lequel vous avez, pour chaque parking, le nombre de places disponibles, la capacité, etc. Et vous faites une requête, et ça vous renvoie l'état actuel, à un instant T, de ce qui se passe. Donc ça, c'est une façon facile de fournir des données, de fournir une fonctionnalité, par le biais d'Internet. Alors, on peut le faire aussi de manière plus simple dans un langage de programmation en fournissant des fonctions ou des objets. C'est par exemple le cas de la librairie jQuery qu'on intègre dans du HTML, qui est une librairie qui vous permet de vous simplifier la vie quand vous faites du JavaScript. C'est elle qui permet par exemple d'accéder à des éléments avec les fameux sélecteurs qu'on avait en CSS, et puis d'une manière très simple de dire voilà, la petite ligne d'utilisation de jQuery, ce qu'elle fait, c'est qu'elle demande de récupérer un titre de niveau H1, c'est-à-dire le titre principal de votre page HTML, et de le masquer. Donc vous allez le faire disparaître de votre page en ayant écrit une seule ligne de code. Normalement, si on n'utilise pas cette bibliothèque-là, il y a plein de choses à faire compliquées, ça vous simplifie la vie. Donc c'est le but de ces API, SDK, etc., c'est de vous fournir les bonnes briques de Lego qui vont vous permettre de faire les choses plus simplement. Alors le dernier concept, il est un petit peu imagé. Ce n'est pas un concept de code ou de langage en lui-même. Le principe est de parler du concept de client et de serveur. C'est ce que vous croisez tous les jours quand vous allez sur une page web. Finalement, quand vous allez sur une page web pour la consulter, votre navigateur, c'est le client, c'est ce qui vous permet de récupérer des pages. C'est lui qui va demander à un serveur, quelque part, de fournir des données. Donc dans le monde du web, il y a cette séparation-là, mais vous pouvez aussi l'avoir dans d'autres applications plus classiques, où il y a une application que vous avez sur votre ordinateur, et il y a quelque part, à l'autre bout du monde, un serveur qui, généralement, a les données et généralement l'intelligence qui permet de travailler sur ces données et de faire des opérations sur ces données. Donc vous voyez qu'il faut savoir qu'il y a des clients, des serveurs, que les langages qui permettent de programmer sur le client, si on parle du web, c'est des choses très spécifiques, et ceux qui permettent de travailler sur le serveur, si on parle du web toujours, c'est autre chose de spécifique, et que ce n'est pas le même monde. Et que pour que les deux puissent communiquer, on est obligé d'échanger des données dans les fameux tuyaux que sont Internet. Et pour échanger ces données-là, il y a des façons de le faire. C'est là où on échange des pages HTML, où on échange des données JSON, XML, etc. Donc voilà le concept, et il faut savoir aussi que les gens qui travaillent là-dessus, donc les informaticiens, ne sont pas les mêmes. Ils n'ont pas les mêmes compétences. Généralement, on va dire que les développeurs back-end, ceux qui s'occupent du serveur, c'est vraiment des informaticiens, parce qu'ils n'ont que de l'informatique à faire. De l'autre côté, ça peut être des gens plus graphiques, plus monsieur tout le monde, parce que c'est des choses plus, on va dire, plus simples ou du domaine de la présentation des données. Il y a le full stack, il paraît que c'est un nouveau truc.
Alors, c'est encore autre chose. Mais même quand on parle de full stack, finalement, quelque part, il y a toujours un serveur. Quelque part, c'est juste qu'on déporte une bonne partie de ce qui se passe sur le serveur sur le client. Typiquement, quand vous allez sur Google Docs, que vous faites votre édition, vous avez quasiment un traitement de texte dans votre navigateur, il y a 90% du travail qui se fait dans votre navigateur, et il y a juste 10% qui se passe sur les serveurs de Google qui sont stockés des informations. Donc de plus en plus maintenant, on est capable de faire des applications très complexes côté client, mais il y aura toujours un petit peu de serveur, parce que sinon, Monsieur Google ne peut pas avoir vos données, donc il y a un problème. Voilà, l'ancienne mode était que ça penche beaucoup du côté caché de l'iceberg, la nouvelle mode est que ça penche du côté client, parce que ça allège ce qu'on a à faire côté serveur, et ça permet de faire des choses plus fluides. Alors, et le dernier concept est là pour vous embrouiller, mais il fallait bien qu'on termine sur un truc un peu difficile. C'est le principe d'asynchronisme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? C'est lié à ce qu'on parlait tout à l'heure des clients et des serveurs et de l'Internet. On est obligé d'échanger des données. Et généralement, quand on échange des données, si on fait les choses de manière synchrone, c'est-à-dire la façon dont je vous ai présenté les choses jusqu'à présent, quand je vous montrais du code informatique jusqu'à présent, on faisait une instruction, puis une autre, puis une autre, puis une autre. Et à chaque fois, on attend d'avoir terminé ce qu'on a fait précédemment avant de faire la suite. C'est ce qu'on fait dans la vie de tous les jours, parce qu'on n'est pas capable de faire 12 choses en même temps, normalement. Donc c'est sûr, c'est très bien, mais c'est assez peu efficace. Alors sur un ordinateur de base, c'est assez peu efficace, parce que maintenant, dans les ordinateurs, la construction de l'ordinateur fait qu'ils sont capables de faire plusieurs choses en même temps. Donc si on ne fait pas plusieurs choses en même temps, on n'utilise pas de manière optimale notre matériel. Et ce n'est pas efficace dans le domaine du web, parce que ça veut dire que si vous demandez quelque chose à un serveur, que vous attendez bêtement qu'il vous réponde pendant que les informations arrivent, et ben, en attendant, la personne qui est devant son écran, elle ne peut rien faire. Elle est bloquée, elle attend, elle ne sait pas ce qui se passe. Donc généralement, ce qu'on veut, c'est plutôt laisser les gens faire ce qu'ils veulent pendant qu'on est en train de récupérer les données et les récupérer après. Donc pour revenir, voilà, mon exemple sur comment ça se passe de manière synchrone, là c'est un autre exemple du même type. Si je veux ouvrir un fichier, lire des données et faire quelque chose avec ces données-là, de manière synchrone, je vais ouvrir le fichier, c'est ce que fait ma première ligne, je vais lire les données et les récupérer dans une variable, c'est ce que fait ma deuxième ligne, et enfin je vais afficher ces données-là puisque j'aurais pu les lire. Normal, vous allez me dire c'est classique. Sauf que ce n'est pas ce qui est le plus efficace. Donc dans certains langages, comme en JavaScript, quand vous voulez faire des choses efficaces et quand vous voulez demander des choses pour le web, on fait les choses différemment. On fait les choses de manière asynchrone. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez poser une question et que vous n'allez pas attendre la réponse avant de continuer. Alors quand on discute, des fois les gens font ça aussi, mais pour de mauvaises raisons. Là en programmation, c'est pour des raisons d'efficacité, ce qui n'est pas le cas quand on discute. Donc là, c'est ce qu'on appelle la programmation moderne. Donc si vous avez déjà entendu parler d'Ajax ou de ce genre de choses, ou d'un langage qui s'appelle Node.js, ça permet de faire ce genre de choses-là. Donc c'est plus complexe à comprendre et à gérer, mais c'est beaucoup plus efficace. Donc voilà ce qu'on ferait par exemple dans le cadre du web. Si je veux récupérer, donc ça c'est du JavaScript, avec jQuery, on va demander de récupérer les informations qui sont à cette adresse-là. Alors essayez pas d'y aller, il n'y a rien, c'était juste un exemple. Ce que je vais dire, c'est que je veux récupérer les données qui sont à cette adresse-là, et le fini que j'ai passé derrière, c'est une fonction. Donc on a vu que les fonctions, c'était des petits bouts de code réutilisables. Donc ce que je dis ici, c'est récupère-moi ces informations-là, et quand tu auras récupéré ces informations-là, et seulement quand tu auras fait ça, appelle-moi cette fonction-là. Et ça veut dire que quand je fais ça, je ne sais pas quand est-ce que cette fonction va être appelée. Je lui demande de le faire, et puis il le fera plus tard. Ce qui est un petit peu perturbant, c'est que si j'écris des lignes de code après mon get, là, je ne suis pas du tout sûr que mes données ont été récupérées. Donc il faut changer sa façon de fonctionner pour faire en sorte que la suite du programme là, se passe dans fini, et que si je redemande quelque chose au serveur après, ça va se passer encore autre part. Donc ça complexifie un petit peu les choses. Mais voilà le principe, il n'est pas si compliqué que ça. Et c'est la façon dont fonctionne le web moderne. Donc je pense qu'on est au bout de ces différents concepts. Donc vous avez vu que voilà, je vous ai montré ce que c'était un piano, où étaient les touches, qu'est-ce qu'était une note, etc. Mais vous n'avez toujours pas joué du piano. Ce ne sera pas pour aujourd'hui, mais si vous avez envie de jouer du piano, il y a différents endroits où on peut apprendre à jouer du piano, donc pour la programmation. Et si vous êtes journaliste, ça peut être auprès du DU Data Media, qui est une formation
qu'on a monté avec West Media Lab pour cette année, qui va permettre voilà, de voir ça, plus bien d'autres choses, notamment la manipulation des données. Et c'en est terminé. Eh bien, on a 5-10 minutes pour quelques questions. Merci beaucoup, parce que c'est très clair et ça permet de hiérarchiser, de compartimenter justement des processus qu'on connaît pas vraiment. Alors, dans une salle de rédaction, alors je suis journaliste, j'y connais rien en informatique, full stack, j'ai lu ça il y a 2 jours, donc j'ai pu le placer, j'étais super fier, mais c'est à peu près tout ce que je connais à part XML et HTML5. Mais quand justement un développeur, quand un journaliste a une demande à faire à un développeur, et que le développeur réponde « Oh là 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 là, mais ça me demande 3 jours de développement », comment est-ce qu'on peut avoir un dialogue articulé, structuré avec lui pour voir point par point en quoi c'est difficile, quel est le problème, combien ça coûte, où est-ce que ça coince et dans quelle case des 9 cases ou 10 cases que vous nous avez montrées, ça rentre pour justement avoir un dialogue non pas d'égal à égal, mais pour éviter la jungle de « Oh là là, ça va nous demander 3 jours de développement » sans qu'on en sache vraiment trop rien. Et vous voyez le sens de la question en fait. Ouais. Ce qu'il faut comprendre de votre point de vue de journaliste, déjà, c'est que c'est pas simple de répondre à cette question, enfin à la question que vous posez aux développeurs, de dire est-ce que ça va être compliqué, combien de temps ça va prendre. Généralement, c'est une histoire d'expérience. Et si un développeur vous dit ça va prendre du temps, ça va être compliqué, généralement, c'est que soit effectivement c'est quelque chose de très compliqué, mais ça, il doit pouvoir vous l'expliquer. Il faut lui demander quels sont les problèmes, quels sont les nœuds durs à résoudre qui posent des soucis. Donc c'est soit ça, soit c'est qu'il a peur. Voilà, c'est parfois ça. Et il a peur parce que, ou les deux, effectivement, une combinaison des deux, mais il peut avoir peur pour une simple et bonne raison, c'est que en informatique, voilà, il y a plein de langages, il y a plein de technologies, il y a plein de librairies, et quand on vous pose une question sur un truc spécifique, peut-être que ça demande d'utiliser des outils que vous ne connaissez pas. Si vous ne les maîtrisez pas trop, vous ne savez pas trop où vous allez mettre les pieds. Et si vous ne savez pas trop où vous allez mettre les pieds, vous allez avoir tendance à dire « Oula, c'est compliqué, ça va mettre du temps pour être prudent ». Donc, la bonne question, c'est voilà, quels sont les problèmes, qu'est-ce qui est compliqué, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi ça va prendre du temps, et quels sont, enfin, pas pourquoi ça va prendre du temps, mais quels sont les problèmes à régler, et qu'est-ce qui risque de poser problème. Alors, après, il peut vous raconter plein de choses dans un langage compliqué en disant, voilà, en plaçant des full stack, des ceci, des machins. Mais au moins, il devrait être capable, dans un langage clair, de vous dire, voilà, c'est parce qu'il y a ça qui est compliqué, ou on doit utiliser telle techno qu'on ne connaît pas, ou parce que ça n'a pas été fait jusqu'à présent et que je ne sais pas trop comment m'y prendre. Et voilà, les 2 possibilités, c'est ça. Alors, pas forcément, en fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que faire des programmes, ça prend du temps et ça coûte cher. C'est pour ça qu'il existe des outils sans code, etc. C'est parce que faire les choses soi-même, ça demande de s'y mettre, de trouver les bons outils, de comprendre comment ils fonctionnent, d'aller chercher la documentation, de voir ce qui se passe. Donc, même si on vous répond souvent c'est compliqué, c'est peut-être parce que bêtement vous êtes aussi très pressé et que vous attendez des choses très rapidement, alors que... Les journalistes ont tendance, au défaut de croire que tout est simple, d'un clic on peut le faire, donc je suppose que le dialogue est difficile à cause de ça. Oui, ayant servi à peu près pendant 30 ans d'intermédiaire entre des gens qui avaient des besoins, en général au niveau de l'info, de la com, et puis des développeurs, effectivement c'est dans le dialogue qu'il y a une vraie richesse et qu'il faut creuser. C'est pas juste demander juste à l'informaticien de découper son devis ou son estimation de temps ou je sais pas quoi. Les difficultés, ça marche, mais ce qui est intéressant aussi, c'est que vous découpiez votre besoin pour que lui puisse comprendre, parce que si vous lui dites simplement tiens je voudrais ça, il y a 15 000 façons de faire les choses, ouais. C'est pas clair forcément. Or, en découpant et en rentrant dans le détail de ce que vous allez, au fait, ce que vous voulez vraiment, point par point, on va peut-être se rendre compte que l'exemple que vous trouviez, que vous montriez, n'était pas tout à fait le bon, mais on peut le faire autrement et faire une économie, etc. Donc c'est effectivement dans le dialogue que vous allez pouvoir... je me permets de... Voilà, non, mais il peut effectivement vous proposer d'autres solutions où il n'a peut-être pas compris exactement. Prendre le temps de formuler la demande, quoi. Pas juste débarquer dans son bureau. Pardon, pas juste débarquer dans son bureau. Salut, il faudrait ça. Si la question est est-ce que tu peux me faire ça pour demain, effectivement, voilà. La réponse va être non 90% du temps. Par contre, si vous lui demandez combien de temps ça pourrait prendre, est-ce qu'on va y arriver,
et puis prenons le temps de voir ce que je veux exactement, quelles sont mes priorités, qu'est-ce que je peux avoir en premier, ça peut être un peu différent aussi. Il faut apprendre aussi à ne pas vouloir tout de suite, mais à procéder par étapes. Vincent. Bonjour Mathieu, merci pour cette présentation. Je voulais savoir, parce que là on est sur le code pour journaliste, toi tu en penses quoi? Est-ce que tu penses aujourd'hui, avec tes compétences de développeur, ton savoir, etc., qu'un journaliste peut devenir, que beaucoup de journalistes peuvent devenir codeurs? Je ne suis pas sûr que ce soit leur boulot. Enfin, personne ne se pose la question de est-ce que les informaticiens peuvent devenir journalistes. Enfin, alors, et pourquoi on ne se la poserait pas? En tout cas, je ne suis pas allé intervenir à des endroits où on se posait la question. Alors, pour d'autres raisons aussi, qui sont qu'ils n'ont pas à se poser la question, ils ont suffisamment de boulot pour ne pas se poser la question. Et ils gagnent plus en plus. Donc c'est, ça, ouais. ça c'est autre chose, je ne sais pas. Mais non, je ne pense pas qu'il faut vous dire je vais me mettre, je vais devenir programmeur, ce n'est pas le problème. Le petit truc qui était tout au début de ma présentation, la citation Steve Jobs qui disait tout le monde devrait apprendre à programmer parce que ça apprend à penser. C'est plutôt dans le sens là, c'est-à-dire que personne ne demandera à un journaliste d'être capable de faire une application complète très, très compliquée. Par contre, apprendre des rudiments de programmation, d'algorithmique, de savoir écrire un petit programme qui va prendre quelques données en entrée, les mouliner, faire un truc et les faire en sortie. Ce truc-là celui-là n'est pas très compliqué finalement à appréhender et à apprendre. Je veux dire, c'est comme tu as appris à faire des maths un petit peu à l'école et à faire d'autres trucs, tu peux apprendre à savoir écrire quelques lignes de code. Ça peut te dépanner dans 80% de tes problèmes où effectivement il te manque juste un tout petit truc pour pouvoir réaliser le petit outil qui va bien. Ça oui, et ça te permet aussi de comprendre les problèmes et de savoir discuter, d'avoir à peu près le même vocabulaire. Ça oui. Par contre, faire de toi un informaticien qui va faire la bonne infographie, avoir traité les données, faire le truc en temps réel et mettre ça sur un serveur, ça n'a pas de sens. Mais apprendre à savoir faire un peu et à discuter avec les autres, oui. L'idée, on est bien là, c'est la discussion, c'est d'avoir les bases et de parler de notre langage. Et puis et pas se retrouver à chaque fois à aller voir un informaticien en disant est-ce que tu peux me faire ça pour demain? Ah non, c'est pas possible. Et puis à se retrouver à plus demander au gars parce que de toute façon il vous envoie balader à chaque coup. C'est plus savoir se comprendre, apprendre à travailler ensemble, chose qui dans les rédactions n'est pas quelque chose de commun. Finalement, vous avez une DSI d'un côté qui s'occupe généralement des problèmes du quotidien et qui ne font pas les développements de base, et vous avez de l'autre côté les journalistes, et pour l'instant, c'est que ça qui coexiste. Donc, ce qui serait mieux, c'est plutôt que tout le monde apprenne à discuter pour qu'il commence à y avoir des informaticiens dans les rédactions. Il faudra les convaincre de venir, mais ça peut être très intéressant pour eux. Et des gens qui savent parler le même langage. Ouais. Il y a encore une question là qui était... Et puis il reste très peu de temps, sinon on va mettre en... Du coup, dans le DU Data Media, vous avez évalué à combien de temps, quel est le temps d'enseignement consacré aux journalistes pour apprendre à faire ça, des petits langages de programmation voilà. Et une autre question, vite fait, est-ce que tu crois à l'auto-formation avec Code Academy, ce genre de choses? C'est deux questions complètement différentes. Donc dans le DU Data Media, notre objectif, c'est justement pas de former des journalistes qui seront des informaticiens, mais de les mettre dans des conditions interdisciplinaires où ils vont interagir avec des informaticiens et apprendre un petit peu à faire les choses. Donc globalement, dans la formation, il y a 2 fois 2 semaines de HibLab, donc qui sont des choses qu'on organise avec West Media, qui sont des ateliers où il y a des informaticiens, des journalistes et des designers qui travaillent ensemble. Donc là, c'est des ateliers pratiques, mais où les journalistes ne vont pas faire du code, ils vont faire leur métier de journaliste, mais au contact d'informaticiens. Et après, il y a, on va dire, 1 mois de formation, où là, le but du jeu est en quelques jours d'expliquer de manière un peu plus approfondie ce qu'on peut faire en code, d'expliquer comment on peut manipuler des données, comment on peut représenter les données, comment on peut créer des interfaces. Donc, ça te fait 1 mois, mais ça fait 1 mois sur lesquels, en fait, on va dire, sur ce mois-là, ça doit être une dizaine de jours réels, le reste étant du travail personnel. Le but du jeu étant, c'est ce que je disais pour le piano, il faut qu'on vous explique comment fonctionnent les choses, après il faut pratiquer. Mais vous ne ressortirez pas de là en étant des as de l'informatique. Vous aurez appris à faire un petit peu des choses, et vous aurez surtout appris à collaborer avec des informaticiens. Et donc pour tout ce qui est auto-formation au code,
Ben, ça dépend quelle est ton ambition. Si l'ambition, c'est d'apprendre les bases et juste s'y mettre un petit peu, ça peut fonctionner. Le seul truc est que l'informatique est une matière très pratique. Quand on fait l'enseignement informatique aux étudiants, ils passent les 2/3 de leur temps à faire des TP. Il y a un petit peu de cours, mais c'est plutôt de la pratique. Et on est là pour les aider quand ils ont des problèmes, pour partager notre expérience. Quand tu es tout seul sur ces trucs-là, comme Code Academy, tu as un peu moins cette interaction-là. Mais ça peut se faire.